Le Haut Conseil des collectivités du Mali analyse le bilan de la décentralisation de 1992 à nos jours. Sont passés à la loupe les acquis de cette réforme territoriale et des difficultés rencontrées par les communes. L'exercice s'est fait à l'occasion d'une journée d'échange qui ont débuté ce matin au siège de l'institution. Labellisation de la viande rouge du Mali, c'est l'ambition des autorités. Pour y arriver, il faut impérativement améliorer les conditions d'abattage, de conditionnement et de transport. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche insiste sur le respect de ces mesures suite à un rapport accablant de l'inspection de l'élevage sur la situation qui prévaut dans certains abattoirs. Tarkha Nakal ou l'amour de la patrie, c'est le nom donné à un exercice militaire commun tenu du 20 mai au 3 juin 2024 par le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais aussi le Tchad et le Togo. L'exercice grandeur nature a eu lieu à Tilia, région de Taoua, au Niger. Il a permis de renforcer les capacités des troupes dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes et le banditisme transfrontalier. Sport football, les Aigles du Mali affrontent demain les Black Stars du Ghana. C'est au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match se jouera au stade du 26 mars à partir de 19h. Fotiki Tunkara nous parle des enjeux de la rencontre dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tous nos excuses pour ce léger retard accusé. Nous sommes mercredi avec moi Ibrahim Djombilier. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, Salim Atandao. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures des parcelles de terrain objets de titres fonciers sises dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Il s'agit des parcelles de terrain objets des titres fonciers numéro 81 du cercle de Sikasso, 6 à Sikasso, commune urbaine de Sikasso, d'une superficie de 2 hectares 52 ar, 6 centiares, numéro 143 du cercle de Ségou, 6 à Ségou, commune urbaine de Ségou d'une superficie de 72 ar 8 centiares, numéro 101, 102, 103, 107, 108 et 109 du cercle de Ségou, 6 à Ségou, commune urbaine de Ségou d'une superficie de 91 ar 59 centiares, numéro 1106 du cercle de Ségou, 6 à Ségou, commune urbaine de Ségou d'une superficie de 1 hectare 80 ar 77 centiares, numéro 1130 du cercle de Ségou, 6 à Markala, commune rurale de Markala d'une superficie de 98 ar 47 centiares, numéro 159 du cercle de Mopti, 6 à Sévaré, commune urbaine de Mopti d'une superficie de 4 hectares, 1 ar, 29 centiares. Ces parcelles de terrain abritent les locaux des services régionaux et subrégionaux des routes. Leur affectation au ministère des Transports et des Infrastructures permet de régulariser leur occupation par les 10 services. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur la période 2025-2027. Le projet de loi des finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle couvrant
une période minimale de 3 ans selon les dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 modifiée relative aux lois de finances. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est soumis au débat d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur la période 2025-2027 s'appuie sur les orientations stratégiques définies dans le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action 2022-2026. Il vise à consolider les acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. Il est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle de 6% en moyenne sur la période de cadrage. Sous cette hypothèse, les efforts de mobilisation des recettes fiscales vise à atteindre un taux de pression fiscale moyenne de 16,3%, passant de 15,8% en 2025 à 16,3% et 16,9% respectivement en 2026 et 2027. Cet objectif s'appuie essentiellement sur une perspective d'amélioration de la situation sécuritaire, sanitaire et socio-politique dans le pays, ainsi que la poursuite des mesures et réformes en cours ou envisagées par le gouvernement, notamment dans le cadre des réformes de la gestion des finances publiques. Le coût global pour la mise en œuvre des actions du gouvernement sur la période 2025-2027 est projeté en moyenne à 3 491,8 milliards de francs CFA. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'élaboration d'un projet de plan d'action de mise en œuvre des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Des outils et mécanismes ont été adoptés dans le cadre de la résolution des crises cycliques auxquelles notre pays est confronté depuis plusieurs décennies, qui ont montré leurs limites face aux défis de réconciliation nationale du fait des influences extérieures. Face à ce constat d'échec, le président de la transition, chef de l'État, a pris la décision d'internaliser le processus de résolution de ces crises afin de trouver une solution malienne aux problèmes maliens à travers le lancement du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À l'issue de ce dialogue tenu du 13 avril au 10 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger, 298 recommandations ont été formulées traitant toutes les problématiques de la vie de la nation autour des thématiques suivantes: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaire et défense du territoire, géopolitique et environnement international. En vue de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a élaboré un projet de plan d'action 2024-2028. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la première session de la grande commission mixte de coopération Rwanda-Mali et de la participation du Mali au symposium annuel sur la sécurité nationale tenu du 25 au 27 mai 2024 à Kigali. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a participé aux travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération Rwanda-Mali le 26 mai 2024. Cette session, qui s'est tenue moins de 9 mois après la signature de l'accord instituant la dite grande commission mixte, illustre la volonté commune de leur Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, de hisser la coopération économique et commerciale entre le Mali et le Rwanda au niveau des excellentes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays. À cet effet, 19 accords de coopération ont été conclus couvrant des domaines prioritaires et d'intérêt
commun. Au cours de son séjour à Kigali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a co-animé avec le chef d'état-major de l'armée de l'air le panel sur les défis à la sécurité en Afrique dans le cadre du symposium annuel sur la sécurité nationale tenu du 22 au 24 mai 2024. Au terme de sa mission à Kigali, le ministre a été reçu en audience par son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. B. Des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a conduit la délégation malienne à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel tenue à Niamey le 17 mai 2024. Au cours de cette rencontre, les ministres ont préparé le sommet des chefs d'État de l'Alliance, des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel et ont finalisé les projets de texte relatifs à la création de la confédération qui réunira le Burkina, le Mali et le Niger. À l'issue de leurs travaux, les ministres des Affaires étrangères des trois États ont été reçus en audience par son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du démarrage des épreuves du brevet de technicien première et deuxième partie. Les épreuves pratiques du brevet de technicien première et deuxième partie ont démarré concomitamment avec les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales le 3 juin et prendront fin le 8 juin 2024. Elles concernent 15 427 candidats répartis entre le brevet de technicien première partie, 12 209 candidats. Le brevet de technicien deuxième partie, 3 218 candidats. Les épreuves écrites du brevet de technicien première et deuxième partie démarreront le 10 juin 2024 et prendront fin le 14 juin 2024. Le ministre de la Jeunesse, des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de la clôture du programme de formation à la citoyenneté dénommé à l'école de la citoyenneté. Le programme de formation à l'école de la citoyenneté a été lancé le 25 mai 2024 sous la présidence du ministre chargé de la jeunesse en présence de ses collègues de la refondation et des réformes politiques. Ce programme vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique à travers les notions de citoyenneté, de civisme et de faire d'eux des bâtisseurs et des défenseurs de la nation, des citoyens engagés et dévoués, prêts toujours à répondre présents à l'appel de la nation et à contribuer activement à la construction et à la défense du pays. Pour ce faire, les participants ont échangé avec des éminents panélistes sur plusieurs modules, dont la notion de citoyenneté, la notion de civisme, les fondements de la souveraineté, le cycle de vie des hommes, l'éducation populaire, l'éducation aux valeurs, l'éducation traditionnelle des enfants, le Maya et Dambé au Mali, la société et culture au Mali, les sociétés d'initiation traditionnelles. La cérémonie de clôture du programme est prévue le 8 juin 2024 au Palais des Pionniers de Djaneguela. Le ministre des Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Semaine nationale de l'intégration africaine. La Semaine nationale de l'intégration africaine s'est tenue du 25 au 30 mai 2024 sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Elle s'inscrivait dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, le 9 juin 2002. Au Mali, l'édition 2024 a été marquée par des activités suivantes: la montée des couleurs africaines à la Tour de l'Afrique, la tenue d'une journée d'échange et de réflexion sous le thème « Les défis et les opportunités de l'intégration africaine en tant qu'instrument de promotion de paix, de stabilité, de durabilité », la célébration de la nuit de l'intégration africaine. Cette édition a été l'occasion pour notre pays de réitérer son engagement en faveur de la réalisation de l'unité africaine.
Elle a également permis de mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture africaine. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 10e Forum mondial de l'eau, tenu du 18 au 25 mai 2024 à Bali, en République d'Indonésie. Le Forum mondial de l'eau constitue le plus grand rassemblement international consacré aux questions relatives à l'eau et à l'assainissement, espace de partage d'expériences, de débats ainsi que de mobilisation des partenaires techniques et financiers du secteur. Le Forum mondial de l'eau, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président indonésien, se tient tous les 3 ans. Conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, la délégation malienne a participé aux sessions ministérielles et thématiques, aux panels de haut niveau organisés par la Banque mondiale ainsi qu'aux travaux des groupes régionaux sur les réformes dans le secteur de l'eau, la mobilisation des financements, le rôle du secteur privé, la planification des ressources en eau. Sanctionné par une déclaration ministérielle qui fixe une orientation claire dans un contexte de défis mondiaux à travers un ensemble de résultats et d'actions, le Forum mondial de l'eau a permis aux ministres maliens d'informer les participants des actions entreprises par les plus hautes autorités de la transition, dont la décision du chef de l'État d'allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales. En marge des travaux du forum, la délégation malienne a eu des rencontres avec certains bailleurs de fonds multilatéraux du secteur. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. La 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé s'est tenue du 27 au 1er juin 2024 à Genève, sous le thème « Santé pour tous et tous pour la santé ». Le ministre de la Santé et du Développement social, dans son discours, a mis un accent particulier sur l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle qui couvre toutes les catégories sociales à travers des mécanismes plus adaptés. Au cours de cette session, les États membres ont souscrit au premier cycle d'investissement de l'OMS visant à transformer le mode de financement de l'organisation par un financement plus flexible, prévisible et résilient, et ont approuvé des décisions et des résolutions relatives à l'amélioration de la santé de la population. La participation de la délégation du Mali a été une opportunité de renforcer le partenariat et de négocier des financements pour certaines activités contribuant à l'amélioration de la santé de la population du pays. De la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Point final, merci à vous et bonne suite des journaux. Merci Ibrahim. Et nous restons à Koulouba où le président de la transition a reçu cet après-midi le lieutenant général Shams Al-Din Kabashi, membre du Conseil souverain de transition du Soudan. Il conduit une forte délégation et est porteur de messages du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan. Il a expliqué au président Assimi Goïta la situation au Soudan avant d'évoquer les relations bilatérales entre les deux pays. Écoutons à ce sujet le secrétaire général du ministère soudanais des Affaires étrangères, Hussein Al-Fadil, au micro de Ibrahima Traoré. Le membre du Conseil de souveraineté soudanais vient présenter les salutations du président du Conseil, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, à son frère et lui a expliqué les situations, les développements, les derniers développements sur la situation au Soudan. L'entretien aussi a évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et la relance de la coopération dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques
et la coopération au sein de la région du Sahel avec les 3 pays frères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que la solidarité au sein de nos institutions régionales, notamment l'Union africaine. Le président Goïta nous a rassuré que le Mali est toujours et sera toujours aux côtés du Soudan. Et il est ouvert à toute coopération afin de renforcer nos relations bilatérales. Désormais, la population de Samé Koulouniko en commune 3 de Bamako et la communauté chrétienne de l'église évangélique protestante de Kati Koko Plateau ont leur forage. Ces forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition ont été inaugurés ce matin. Reportage Benoro Fofana Mbarakoumeiga. Mobilisation de grand jour à Samé Koulouniko en commune 3 du district de Bamako. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Il s'agit de la remise de l'adduction d'eau offerte par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le 369e forage du président de la transition vient soulager la souffrance des femmes de Samé Koulouniko. Ce forage nous vaut plus qu'une mine d'or. Il fut un moment où il était pénible pour nous d'avoir de l'eau pour faire des ablutions et d'autres besoins. En nous remettant aujourd'hui ce forage, le président de la transition absorbe nos souffrances. Nous, les femmes de Samé Koulouniko, lui remercions infiniment pour ce geste de solidarité. C'est des œuvres que la mairie doit faire. Si le président lui-même nous fournit ces œuvres, vous avez vu la population, les soulagements qu'ils ont eu, c'est le souhait de la mairie. La deuxième étape de cette remise a concerné la commune urbaine de Kati, plus précisément Kati Koko Plateau. Ici, la joie est également immense pour la communauté chrétienne de l'église évangélique protestante qui est l'heureuse bénéficiaire du 370e forage du président Assimi Goïta. Vraiment saluer le président de la transition pour cette promptitude, cette célérité dans cette réalisation. Ça va servir à la construction de l'édifice que voici en début. Aussi, ça va servir à toute la communauté environnante. Tous les riverains seront concernés. Le rôle de la mairie, c'est de veiller à la bonne gestion de cette infrastructure-là. Voilà, il s'agit de veiller à la bonne gestion, d'inviter aussi les bénéficiaires, et si on peut vraiment ensemble se donner la main. Et si même possible de procéder à la création d'une commission de gestion pour que la population puisse bien prendre soin de ce forage-là. Les œuvres sociales du président de la transition se poursuivront le temps qu'il faudra au bénéfice de tous les Maliens. Une assurance donnée par le directeur administratif et financier de la présidence. Ce forage n'est qu'une étape des 400 forages déjà réalisés qu'on va inaugurer tout au long de ce mois. Et nous remercions encore le président pour sa bienveillance et puis sa bonne volonté pour soulager autant que ce peut la souffrance de la population. Nous recommandons aux bénéficiaires d'en prendre soin. Et nous savons que les uns et les autres sont très heureux de les recevoir. Et nous sommes sûrs qu'ils vont prendre soin, mais quand même nous les conseillons de prendre bon soin parce qu'on sait très bien l'importance de l'eau. Après avoir remercié le président de la transition, l'ensemble des bénéficiaires ont prié pour un Mali uni et en paix. Encore des infrastructures d'eau inaugurées dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Il s'agit de celle de la première mosquée de Nyamakoro, du centre de santé de Faladje à Sakoufa et du quartier Marseille de Sankaribougou. Cette série d'inauguration complète ces ouvrages à 376. Boubacar Babletouré. 374, 375, 376, des chiffres qui donnent le sourire aux populations de 3 quartiers dans le district de Bamako. Ces ouvrages sont gracieusement offerts à ces couches par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Première étape, Nyamakoro. Le premier ouvrage trône majestueusement dans la cour de la première mosquée du dit quartier. Une bouffée d'oxygène pour les populations qui voient ainsi un de leurs rêves se réaliser. Donner de l'eau à quelqu'un ou bien à une population, c'est lui rendre la vie. L'eau, c'est la vie, d'abord. Comme dit
des attaches. Donc maintenant, nous sommes très contents. Les locaux de l'association de santé communautaire de Faladje à Sakofa, en commune 6, abritent le 375e forage du chef de l'État. Nous demandons pour cette œuvre-là que le président de la République continue à faire des œuvres comme ça parce que la population en a besoin. Qui donne de l'eau donne de la vie. C'est avec enthousiasme que les populations du quartier Marseille de Sangaré-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, ont accueilli la délégation chargée des œuvres sociales. Les 8000 âmes bénéficient du 376e forage. Le problème d'eau est désormais conjugué au passé. Fini pour nous les longues files d'attente à la recherche d'eau qui nous revenait plus cher. Et c'est là, grâce à Assimi Goïta. Nous disons merci et que Dieu le bénisse. Les œuvres sociales continuent. On l'a dit, les œuvres sociales vont s'intensifier, se diversifier. Le président de la transition veut transmettre sa solidarité à tous les Maliens en général où qu'ils se trouvent. On est dans une opération d'inauguration de forage qui va continuer sur toute l'étendue du territoire. 3 quartiers, 3 ouvrages avec un seul objectif, soulager les souffrances de ses compatriotes. Le président du Conseil national de transition a reçu successivement ce mercredi Patrick Etienne, chef du bureau de la coopération suisse au Mali, et Nicolas Simard, ambassadeur du Canada au Mali. La coopération qu'entretiennent nos États au menu des échanges avec les deux personnalités, il a été aussi question d'investissement dans certains secteurs clés de notre économie comme les mines ou encore les énergies renouvelables. Yanyalou Traoré. 2 partenaires stratégiques au Conseil national de transition, la Suisse et le Canada. Une coopération de longue date dans divers domaines de développement accentuée aujourd'hui à cause de la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays. La paix et la sécurité au Mali sont les domaines de prédilection des 2 pays. Téné, le Canada concentre son aide sur 3 axes principaux, à savoir le renforcement des services sociaux de base en santé et en éducation, le renforcement de la résilience face au changement climatique à travers le développement rural et la consolidation de la gouvernance inclusive pour restaurer la démocratie. Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec le président du CNT. Je pense que c'est une première rencontre et nous espérons qu'il y en aura régulièrement sur différents sujets, que ce soit des sujets politiques, économiques, de coopération. Le Canada est très présent dans le secteur minier. On veut également développer le secteur de l'énergie renouvelable. Le Canada est un leader mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a de l'intérêt de la part des entreprises canadiennes à collaborer avec des entreprises maliennes. Donc ce sont des sujets d'intérêt pour nous et on espère vraiment pouvoir amplifier cette présence au cours des années à venir. Une vigoureuse poignée de main du président Diao pour sceller davantage le fructueux échange passé avec le chef de bureau de la coopération suisse au Mali. C'est depuis les années 61, au lendemain de notre indépendance, que le pays helvétique a établi une précieuse collaboration avec le nôtre. Aujourd'hui, la Suisse se focalise plus sur la sécurité et la stabilité par le biais de sa politique de paix matérialisée par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Le Mali, dans son processus de refondation enclenché sous le leadership des autorités de la transition, bénéficie de l'accompagnement suisse. C'était l'occasion de renouveler l'état des relations entre la Suisse et le Mali qui sont très bonnes. La Suisse est présente depuis 46 ans au Mali. Elle a toujours été présente, même durant les crises les plus aiguës que le pays a traversé. La Suisse travaille beaucoup dans les régions, on appuie beaucoup la capacité des acteurs à délivrer des services de base pour tous les gens qui subissent de façon très aiguë les différentes crises. Et puis la Suisse est toujours par tradition, et ça a été le cas aussi au Mali dans la région, offre toujours des services pour de l'expertise, pour des dialogues, pour de la médiation et pour, vous savez qu'il y a un savoir-faire sur la prévention, la gestion des conflits et la promotion de la paix. À noter que les projets lancés par les gouvernements suisses et canadiens s'attaquent plus aux problématiques qui freinent la pleine participation des populations à la base, un aspect des plus importants suivant les ambitions d'inclusivité de nos autorités.
Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 6 juin 2024 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbal. 2. Délibération sur les projets de loi. Et 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 14h dans la salle d'Eli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Je l'annonçais dans le sommaire, le bilan de la décentralisation de 1992 à nos jours, passé à la loupe par le Haut Conseil des collectivités du Mali. Cela à la faveur d'un atelier qui a débuté ce matin au siège de l'institution. Cette rencontre vise à faire le point sur les acquis de cette réforme territoriale et aussi les difficultés rencontrées par les communes. Reportage Mamadou Fani. 32 ans après le début de la mise en œuvre de la décentralisation au Mali, le Haut Conseil des collectivités réfléchit sur les avancées majeures de cette réforme politique et institutionnelle. Cette vision, considérée comme une réponse aux revendications politiques et sociales de l'époque, a connu quelques résultats probants. C'est ce qui ressort de l'atelier initié par le Haut Conseil des collectivités. On a constaté que le processus de décentralisation a enregistré d'importants acquis dans la fourniture des services sociaux de base aux populations, notamment en matière d'éducation, de santé, d'eau potable, d'assainissement et de réalisation de nombreux équipements marchands. Notre politique de décentralisation, comme l'ensemble des réformes constitutionnelles en cours, a été affectée par de nombreuses crises politiques et sécuritaires ayant impacté sa mise en œuvre. Cependant, d'autres défis restent encore pour les collectivités. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités. L'évolution du cadre institutionnel et organisationnel de la réforme. La problématique du financement de la décentralisation et les questions liées à l'existence des ressources humaines qualifiées pour la gouvernance régionale et locale. À l'issue de cet atelier, les participants formuleront des recommandations qui vont certainement contribuer au bon fonctionnement des collectivités. Le président de la Haute Autorité de la Communication, HAC, informe les promoteurs des radios et des télévisions qu'il lui est revenu que depuis un certain temps, un individu mal intentionné répondant au nom de Amadou Traoré tente de soutirer de l'argent aux promoteurs de radio et au nom de la HAC. Ainsi, l'intéressé aurait demandé à plusieurs promoteurs de radio de procéder au règlement de leur redevance par transfert Orange Money sur les numéros suivants 75 05 57 67 et 73 55 49 00. Le président de la Haute Autorité de la Communication attire l'attention de tous les promoteurs de radio et de télévision que la personne ne fait nullement partie des effectifs de la HAC et les invite à la vigilance. Il rappelle que le paiement des redevances annuelles dues par les radios et télévisions se fait uniquement sur le compte bancaire de la HAC domicilié à la BMSSA. Le président de la HAC rassure les promoteurs de radio et de télévision ainsi que l'ensemble de ses partenaires que toutes les dispositions seront prises en vue de l'identification et la traduction de l'auteur de cet acte ignoble devant la justice. Améliorer les conditions d'abattage, de conditionnement et de transport de la viande du Mali en vue de sa labellisation. Voilà les mesures prises par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Elles font suite à un rapport accablant de l'inspection de l'élevage sur la situation qui prévaut dans certains abattoirs. Les précisions avec Bemba Sibi.
Les abattoirs au Mali affichent un visage peu reluisant. C'est ce qui ressort du rapport 2024 de l'inspection de l'élevage, un document de plus de 500 pages qui souligne des chaînes de production défectueuses, l'insuffisance d'eau qui entraîne une grande insalubrité, les moyens de transport de la viande défectueux. La liste est loin d'être exhaustive. Face à ce constat, le département de l'élevage et de la pêche a décidé de prendre les choses en main en tenant compte de la spécificité de chaque abattoir. Concernant l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, poursuivre la mise en œuvre de son plan de modernisation, veiller à utiliser les camions frigorifiques pour le transport de la viande dans de meilleures conditions. Concernant l'abattoir frigorifique de Bamako, tenir le conseil d'administration de l'abattoir avant le 31 décembre 2024. Réhabiliter totalement l'abattoir dans un délai de 6 mois. Mettre en œuvre le plan d'assainissement de l'abattoir dans les 2 mois qui suivent, juin-juillet 2024. Concernant les abattoirs régionaux de Sikasso, de Ségou, Koutiala, Kaye et Mopti, réhabiliter et équiper ces abattoirs en logistique de transport de la viande et régulariser la situation financière, TVA, impôts et taxes par les concessionnaires. En plus de ces mesures, le ministre a annoncé la fin du contrat de concession des abattoirs de Kaye, Ségou et Mopti. Ces mesures d'amélioration de la qualité de la viande sont saluées par les acteurs du sous-secteur de l'élevage. Nous sommes encore aujourd'hui à la phase de labellisation de la filière bétail-viande du Mali. Donc c'est une viande qui doit aller à l'extérieur. Donc le ministre a tout à fait raison de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité, la santé des populations. Ces mesures visent à accélérer le processus de labellisation de la viande malienne. Une réunion mensuelle est instaurée pour le suivi de ces mesures. Sécurité. Du 20 mai au 3 juin 2024 s'est tenu à Tilia, région du Taoua, au Niger, l'exercice militaire commun Taranakal, qui signifie l'amour de la patrie. L'exercice grandeur nature a vu la participation des armées du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais aussi du Tchad et du Togo. Il a permis de renforcer les capacités opérationnelles de nos unités à travailler dans un environnement multinational pour lutter contre les groupes armés terroristes, le banditisme transnational et autres. Les explications dans ce commentaire signé Bemba Sibi. Mutualiser les moyens pour faire face à la menace terroriste, c'est l'idée qui sous-tend l'exercice commun Taranakal au Niger. Taranakal qui signifie littéralement l'amour de la patrie. Durant 2 semaines d'intenses exercices grandeur nature impliquant 1500 hommes des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad, une trentaine de scénarios ont été stimulés. Des embuscades aux assauts en passant par la réponse aux engins explosifs improvisés ou encore les secours aux blessés en situation de combat. Les différentes unités engagées ont fait preuve d'une performance sans pareille. Pour cet exercice qui est une préparation opérationnelle des hommes, le niveau de complémentarité des différentes troupes a été plus que satisfaisant. Aujourd'hui, la zone AES, nous traversons des défis communs. Nous avons des difficultés que nous pouvons juguler ensemble. Raison pour laquelle il est important pour nous de pouvoir perpétuer ces genres d'exercices qui nous permettent non seulement de renforcer nos capacités, mais aussi de renforcer la cohésion et l'unité entre nos hommes pour pouvoir mieux combattre les ennemis, les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier et les ennemis ultérieurs. Les forces armées maliennes, représentées par le 33e régiment des commandos parachutistes, ont d'abord servi dans le déroulé de l'exercice dans un premier temps comme pions de recueil. Ensuite, dans un deuxième temps, elles ont servi d'éléments réagissant vigoureusement à une embuscade où les scénarios étaient à balles réelles. À travers cet exercice, les pays de l'AES, loin de faire l'apologie de la guerre, sont conscients que pour garantir une paix durable, il faut être prêt à répondre ensemble et efficacement à toute menace intérieure et extérieure. L'exercice a permis d'évaluer, au-delà de la réponse militaire, la capacité des armées à soutenir la population en pleine manœuvre militaire. C'est ainsi qu'au cours de cet exercice, près de 2500 consultations ont été effectuées en ophtalmologie, gynécologie, chirurgie, odontologie, entre autres.
1500 moustiquaires imprégnés et kits scolaires ont été distribués, en plus de dons de produits alimentaires à 1670 ménages, soit près de 12 000 personnes. Ici, au Mali, en 4e région, le gouverneur s'est rendu sur certains sites de tests de recrutement de l'armée. Le contrôleur général Alassane Traoré a apprécié l'organisation de ces tests physiques et l'engagement des jeunes pour la défense de la patrie. Reportage Fousseni Samaki. Du camp Amadou Sekoutal de Ségou au camp des gardes, le gouverneur de la région de Ségou veut s'enquérir des conditions de travail des équipes techniques de recrutement de l'armée de terre et de la garde nationale. Les visiteurs apprécient l'organisation du travail sur ces sites. J'avoue que ce que j'ai vu est satisfaisant. J'ai vu des jeunes gens engagés, déterminés, prêts à tout pour relever les différents défis qui sont les nôtres aujourd'hui. J'ai rarement vu un tel engouement, en tout cas pour l'engagement en faveur de la patrie. La réussite de cette défense de la patrie dépend en partie de l'engagement de ces jeunes. J'ai choisi de devenir militaire parce que mon papa est militaire. Je veux aussi devenir comme lui. Et en plus, j'ai toujours rêvé d'être militaire. Je veux me battre pour mon pays. J'ai décidé de venir au recrutement militaire parce que j'ai la foi d'être militaire. J'aime mon pays, j'aime ma patrie et je vais très bien défendre mon pays. Au total, 11 039 candidats, dont 3 404 de la garde nationale et 7 635 de l'armée de terre, sont en lice pour ce recrutement dans la zone de défense de Ségou. La journée du 6 juin, c'est-à-dire demain, est décrétée journée internationale de la langue russe par l'UNESCO pour célébrer l'anniversaire du poète russe Alexandre Pouchkine. Au Mali, plus de 70% du corps enseignant sont des diplômés des universités russes. Avec la coopération Mali-Russie, la langue est perçue comme un facteur de rapprochement. Sidou Traoré et Alkaou Traoré. La date du 6 juin représente beaucoup pour la Russie et pour cause, elle valorise la langue russe et l'écrivain Alexandre Pouchkine qui a contribué à la vulgarisation de cette langue à travers ses nombreux ouvrages. Cette journée, c'est l'anniversaire du célèbre écrivain Alexandre Pouchkine qui est considéré quand même comme l'un des fondateurs de la langue littéraire russe. Donc, il est né le 6 juin, donc 1799, donc il y a pratiquement 225 ans aujourd'hui. 8e langue la plus parlée au monde, elle est enseignée au Mali dans les grandes écoles comme l'ENSUP, les lycées ainsi qu'à la maison russe gratuitement. Au temps de l'URSS, donc nous avons de bonnes coopérations avec la Russie. Et cette langue était vraiment beaucoup étudiée dans les lycées. Mais après le changement du régime, donc notre pays s'est retourné vers d'autres partenaires, ce qui a constitué une forte baisse de l'apprentissage de cette langue. Mais avec le rétablissement de la coopération donc, avec les autorités de la transition, donc les niveaux d'apprenants ont suffisamment augmenté dans les lycées. Les apprenants, sinon les rusophones, reconnaissent une difficulté dans l'apprentissage de la grammaire et de la phonétique de la langue russe. Malgré tout, les diplômés venus de la Russie se plaisent à parler russe. Spraznikam, Yizika. Quand on étudie dans une langue, d'abord il faut l'apprendre. Et personnellement, je l'ai aimé. Il n'a pas été seulement de l'apprendre, mais je l'ai aimé. Parce que la culture m'a intéressé, la culture russe. Et j'étais dans une ville, Saint-Pétersbourg, que les Russes connaissent bien. C'est une ville de culture. Bon, je me suis marié aussi en Russie, donc ce qui fait que je le parle couramment en famille. Je suis contente qu'on célèbre déjà la langue russe au Mali, parce que je sais qu'avant, beaucoup de pays d'Afrique étudiaient à URSS. Et pour moi, c'est vraiment la fierté. Aujourd'hui, le partenariat stratégique entre le Mali et la Russie dans le domaine humanitaire, du développement et sur le plan sécuritaire a donné plus de motivation aux apprenants dans la vulgarisation de la langue russe. La maison russe située à la cité du Niger qui participe à la formation des adolescents, des jeunes et des adultes en langue russe en est une illustration. Tous ceux qui sont liés aux Russes et les anciens qui ont eu un étudiant en Union soviétique et ceux-là qui sont dans les écoles ou bien les anciens et les professeurs de russe, tout le monde essaie de se reconnaître un peu à la maison et on essaie toujours quand même de les rassembler et puis rassembler encore
les jeunes. Dans le monde, plus de 280 millions de personnes parlent russe, dont 150 millions sont natifs de la Russie. La langue russe est également une langue officielle des Nations Unies. Voilà à tous les Russes, Dniom Ruskava Языка. Cela veut dire bonne fête de la langue russe. Une autre célébration, la Journée mondiale de l'environnement, est célébrée le 5 juin de chaque année. Le thème retenu cette année est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. À cette occasion, Orange Mali a lancé ce mercredi à la Cité des Enfants le projet Engage for Change en plantant 1000 arbres pour dire que le changement, c'est maintenant. Reportage à Guibou Koulibaly. On a fait aujourd'hui, on a planté les arbres. L'arbre pousse, ça sert à quoi, Aïcha et Gabriela et les autres? Ça sert à pousser. Ça fait pousser. Ça pousse pour grandir. Ce projet, engagé pour changer en plantant 1000 arbres, offre une opportunité unique à tous les salariés d'Orange Mali. C'est le sens de cette forte mobilisation des agents et des autorités communales administratives de la commune 6 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Les arbres et les enfants, ils vont tous grandir. Donc le message est vite trouvé. C'est de montrer aux enfants qu'ils sont comme ces arbres-là. Parce que ces arbres-là vont pousser et grandir. Les enfants aussi grandissent. Donc c'est de les montrer qu'ils doivent grandir avec ces arbres. Et c'est ce qui permettra demain à ces enfants de dire, à un moment donné de notre vie, on a posé une telle action. Et ça ne fera que les agrandir et les rendre fiers de ce qu'ils ont fait par le passé. Cette action éco-responsable d'Orange Mali prouve que chaque contribution compte. Le but de cette journée, c'est de sensibiliser sur ce qui est devenu notre environnement et les actions qu'il faut faire et surtout les magnifier. Donc nous avons choisi en cette journée symbolique de venir planter 1000 arbres à la cité. Pourquoi nous avons choisi la cité? Parce que la cité, c'est d'abord un grand espace de 10 hectares qui est clôturé, donc protégé. Les arbres sont à l'abri des animaux errants. Et donc cette cité aussi, elle est grande. Il y a des endroits qui sont aménagés où les enfants peuvent s'amuser. Mais quand ce n'est pas leur tour et qu'ils sont obligés d'attendre, ils sont sous le soleil. En plantant ces arbres, ils pourront s'abriter sous ces arbres-là le temps que leur tour arrive. En plus du fait même que planter un arbre où que ce soit, ça contribue à préserver l'environnement. La mise en terre des plans par les différents responsables suivis des autres cadres d'Orange Mali a été le clou de l'événement. Les travaux de l'Assemblée ordinaire du Resto Climat Mali se sont déroulés à Bamako. Il s'agissait pour les membres du Resto d'analyser les activités réalisées et valider le rapport financier. À l'issue des travaux, un nouveau bureau est mis en place, dirigé par Dr Ibrahim Togola, président de l'ONG Mali Folk Center. Youssou Dakité. Le réseau Climat Mali est une organisation non gouvernementale qui milite fondamentalement pour la protection et la préservation de l'environnement. Le réseau regroupe en son sein une centaine d'ONG dont les projets de développement touchent directement les communautés bénéficiaires. Cette rencontre, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui renouvelle les instances de l'organisation après avoir validé le rapport d'activité et financier. Le réseau Climat, durant les 15 années, a pu mobiliser plus de 7 milliards de francs CFA. Les membres du réseau Climat ont pu réaliser une cinquantaine de projets de Kayakidal, donc qui vont des domaines comme la foresterie, comme l'agriculture durable, dans les secteurs de l'élevage et donc dans les secteurs de la pêche. Aussi, la force du réseau Climat est que tous les projets que les réseaux Climat réalisent sont des projets concrets réalisés sur le terrain au profit des communautés vulnérables par les membres et portés par les membres du réseau Climat. L'objectif final recherché par le nouveau bureau est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires à travers des projets de développement. Pour mémoire, le réseau Climat Mali est créé en 2009 pour faire face aux défis et enjeux environnementaux. Les acteurs du Festival du Vivre Ensemble et leurs partenaires ont clôturé le projet d'appui à la résilience du monument Flamme de la Paix comme symbole du Vivre Ensemble. Le projet d'une valeur de 35 millions de francs CFA financé par la GIZ à travers Donko Nimaya a permis la dotation de cet espace culturel en sonorisation de dernière génération afin de produire les acteurs culturels et les jeunes talents. Depuis 4 ans, cet espace a été érigé siège du Festival du Vivre Ensemble. Tombouctou, Najim Baba Sissé. Cette 3e édition de Résilience, Culture et Vivre Ensemble
dans le cadre du projet d'appui à la résilience du monument Flamme de la Paix, aura tenu toutes ses promesses, selon les responsables du projet. En ce sens que les communautés ont embrassé les objectifs fixés, entre autres le renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réduction de la violence communautaire par le biais de la culture, afin de rendre les communautés plus résilientes. L'objet de cette activité, c'est de mettre en lumière le projet de toute une vie, d'acquérir des équipements de dernière génération pour ces complexes culturels qu'on appelle les monuments Flamme de la Paix, qui est le site du festival Vivre Ensemble. Ce projet d'une haute portée a eu l'accompagnement du projet Donkoni Maya de la coopération allemande, avec la dotation d'une sonorisation complète pour promouvoir les jeunes talents et booster la culture. Nous manifestons toute notre gratitude à la coopération allemande qui ont visité ce site à travers les responsables Direction Afrique et à travers les ambassadeurs d'Ertich actuels, avec qui nous avons manifesté en son temps la nécessité d'équiper ces sites. Donc aujourd'hui, on est content et remercier Allah d'avoir ce jour et remercier la coopération allemande pour cet appui important. Le développement d'un centre culturel comme le site du monument Flamme de la Paix pourrait bien contribuer à cette évolution positive de la société en permettant le regroupement de toutes les composantes de la communauté, particulièrement la jeunesse, pour partager la communion des messages de la paix. Auparavant, 10 jeunes techniciens avaient suivi une formation en son et lumière. Ces jeunes auront la charge de la gestion de ces équipements. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, ICAO UBA, a respecté une tradition, celle de célébrer la diversité culturelle de son établissement. Les temps forts du lancement de la semaine culturelle de l'ICAO avec Awa Adama Coulibaly et Suleiman Diabati. Toute une semaine pour démontrer la force culturelle de leur établissement. Les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest de Bamako déploient de nombreux efforts. Leurs accoutrements, leurs prestations, tous s'y prêtent pour combler les attentes des convives. Nous avons un concours culinaire entre filières. Il y a la filière JICO, journalisme et communication, il y a la filière économie et il y a la filière sciences juridiques. Notre filière va préparer 3 plats. Un plat congolais qui s'appelle le pondou et 2 plats maliens, le soupou kanja et le couscous de mil. Les palais ne sont pas les seuls organes à satisfaire durant la semaine. L'art culinaire n'est qu'une innovation parmi tant d'autres initiées par les apprenants. Eux-mêmes ont proposé cette initiative de faire le don de sang. Il y a aussi des dons en nature, en espèces, qui pourront servir dans quelques orphelinats de la place. Différentes présentations des cultures seront faites au sein des filières. C'est une façon aussi de faire la promotion des filières. Après 9 mois de travail acharné, cet événement culturel, sportif et éducatif annonce le début des vacances en toute gaieté. L'objectif de cette semaine, c'est d'abord de décompresser. Nous sommes à la fin de l'année académique. Voilà, ce sont un peu célébrer les vacances, n'est-ce pas, des étudiants, mais profiter, puisque nous sommes dans un milieu universitaire, pour leur inculquer quand même le savoir, la culture, l'instruction. Cette 5e édition, alliant le savoir-être et le savoir-faire, est inscrite dans un esprit de fair play en ce qui concerne les jeux concours, notamment le choix du meilleur stand. Culture, toujours. Demain, 6 juin, se tiendra à 100 la 624e édition du Sankimo. Pour redonner vie à ce rituel, les organisateurs ont initié il y a 5 ans un festival dénommé Festival du Sankimo. Cette 5e édition lancée ce mardi par le gouverneur placé sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il a pour thème Festival Sankimo, facteur de paix, de dialogue harmonieux pour un développement durable. Outre la pêche collective, plusieurs activités sont programmées toute la semaine. De sang, la correspondance de Idrissa Kouné. À travers ce festival Sankemo, la ville de San vibre déjà au rythme de la pêche traditionnelle qui se tient ce jeudi. Le thème de cette 5e édition, Festival Sankemo, facteur de paix,
de dialogue harmonieux pour un développement durable cadre avec les aspirations du peuple malien. L'événement qui va durer toute la semaine est placé sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Les organisateurs ont mis à profit cette tribune pour lancer ces cris de cœur. L'aménagement de la mare Sanké est une de nos préoccupations majeures. En effet, la mare sacrée du Sanké, où se pratique la pêche collective depuis 623 ans, se dégrade de jour en jour. La restauration et l'aménagement des sites historiques et culturels de la commune urbaine de San, la construction d'infrastructures touristiques et culturelles au profit des femmes et des jeunes de San, inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. 624 années de vie culturelle et sociale, le Sankémon est l'unique espace qui permet aux Sanois de renouer avec son histoire, ses valeurs, bref, sa dignité. La foire d'exposition, les soirées artistiques, des conférences et débats sur le thème, la course des chevaux, la lutte traditionnelle, entre autres, sont au menu du programme. Nous sommes venus avec 55 PPI ici pour participer au Sankémon. Et vous savez, cette expérience que nous allons vivre, c'est bien plus qu'une excursion. Elle constituera pour les PPI une occasion unique de découvrir et d'apprécier les valeurs de solidarité et de cohésion sociale dans la région locale de San. Tous les PPI vont être sanois aujourd'hui et demain. Événements culturels et identitaires. Les Sankémon revêt une importance capitale pour la population de la région de San, qui le considère comme un rituel qui assure à l'individu à la fois protection et bonheur. Célébré un jeudi dans la première quinzaine du mois de juin de chaque année, il regroupe dans une atmosphère de parfaite symbiose des milliers de personnes venant de divers horizons autour des manifestations folkloriques et de pêche collective au niveau de la mare sacrée Sanké. La coupure du ruban par le gouverneur suivie d'une visite guidée des stands d'exposition lance officiellement les activités de la pêche collective Sankémon 2024. Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Mali accueille le Ghana demain au stade du 26 mars à partir de 19h. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième journée du groupe I des éliminatoires du mondial. En cas de victoire, le Mali, actuellement deuxième du groupe I, va provisoirement s'emparer de la première place. Les enjeux du match avec Fotiki Tungara et Sidiki Koulibaly depuis le stade du 26 mars. Arme pour les aigles du Mali qui affrontent ce jeudi les Black Stars du Ghana au compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ici même au stade du 26 mars de Irmadio. Match au sommet donc de cette troisième journée dans le groupe I. C'est Mali-Ghana, pas forcément décisif dans la qualification, et cependant sans doute un important tournant à bien négocier dans ces éliminatoires. Les aigles du Mali qui rêvent déjà d'une première participation au mondial senior en sont déjà bien conscients. Le Ghana, on sait que c'est une très très grosse nation. Football, on est prêt, on s'est bien entraîné toute la semaine, on s'est retrouvés. Donc il faudrait être concentré à 100%, on va donner le maximum. Donc j'espère que ça va le faire, on va tout faire pour. Le Ghana, on sait que c'est une nation qui a déjà joué des Coupes du Monde. Voilà, et on va essayer d'imposer notre jeu. Et voilà, après le match, on fera le compte des points. Mais je pense que le plus important, c'est de se qualifier. Certes, en termes de vécu, le Ghana apparaît comme un épouvantail dans le football africain. Mais si l'on s'en tient à la forme actuelle des deux sélections, les Black Stars du Ghana sont loin d'être un foudre de guerre pour les aigles du Mali, arithmétiquement au complet ce mercredi sur le plan numérique. En attendant le résultat de l'autre choc du groupe I entre Madagascar et les Comores vendredi à partir de 16h temps universel, une éventuelle victoire ce jeudi à domicile face au Ghana permettra au Mali de s'emparer seul provisoirement de la tête du groupe I. Une chance à donc saisir pour Éric Chekchel et ses poulains. Ouais, on sait très bien. En plus, on est à la maison, donc on va tout faire pour gagner. On sait que quand on est le Mali, on a peur de personne. Au vu des joueurs qu'on a, du football qu'on produit, le Mali peut regarder toutes les nations de football dans les yeux. Et on l'a vu lors de la dernière CAN. Donc nous, on est concentrés à 100%. Et on sait que si on met tous les ingrédients, si on est concentré, qu'on va le faire. Tous les matchs sont importants, donc on est confiant. Comme j'ai dit, chaque match est important. Donc on va tout faire pour prendre la première place. On est déterminé. Niala Sanama à Benya. Bien sûr qu'on en est conscient.
Tous les matchs ici à Bamako sont importants. Voilà, on est là pour continuer la série de victoires qu'on a ici. C'est vrai qu'on n'a pris que 4 points. Mais là, voilà, on veut prendre notre envol et gagner tous les matchs qui arrivent. Comme vous pouvez déjà l'apprécier, l'ambiance était bonne enfant ce mercredi au stade du 26 mars de Rimadio à l'occasion donc de la mise en place des aigles. Une ambiance qu'on espère voir se poursuivre à la fin donc du match. A préciser que cette rencontre Mali-Ghana comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sera officiée par des arbitres égyptiens. Là, rendez-vous est donc pris demain à 19h au stade du 26 mars pour supporter les aigles. Bonne chance. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur cette information. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 6 juin 2024, c'est-à-dire demain et jour suivant, s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption du procès verbal. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 14h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Fin de cette édition. Merci à vous que nous suivez à Ségous, en Tombouctou. Merci à tous. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons